Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Clément Sanchez pour l'invitation à ce colloque dont les présentations sont vraiment passionnantes. Alors, parmi les sujets qu'on traite au sein de mon équipe à Châtenay-Malabry, j'ai choisi un sujet qui était assez proche du précédent, c'est-à-dire des approches, on va voir, de ciblage d'acide nucléique, notamment dans des pathologies comme le cancer. Alors, je vais revenir même sur des aspects fondamentaux. D'abord, le concept de nanomédecine, parce qu'il n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Et en gros, l'idée, c'est réellement de concentrer une substance active sur un tissu pathologique, et d'éviter tous ces petits points un peu partout qui, en fait, sont une distribution tout à fait aléatoire et qui sont à la base d'effets secondaires et toxicité des médicaments. Alors aujourd'hui, il y a, depuis même 20-30 ans, on a développé deux approches. La première approche, c'est l'approche qu'on appelle passive, c'est-à-dire où le devenir du nanomédicament va se faire en fonction de phénomènes, en fait, de la physiologie et de l'anatomie, notamment au niveau de la zone qui est responsable de l'organisme où se trouve la maladie. Et donc ça aboutit à des médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché, même si on continue à développer toute une série de nanoparticules pour le ciblage passif. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce type de ciblage a des possibilités, des potentialités, mais aussi ça se traduit par des limitations. Et elle se situe uniquement au niveau du tissu lésé. La deuxième approche, qui est une approche un peu plus compliquée, où il y a un certain nombre de verrous, c'est d'atteindre au niveau du tissu lésé une cellule, donc de cibler cette cellule, et uniquement cette cellule, d'où la notion de sélectivité, et à l'intérieur même de cette cellule, de pouvoir cibler un compartiment subcellulaire. Alors, quand on parle de cible, nous, on s'intéresse depuis quelques années, depuis cette découverte qu'au sein des tumeurs, il existe des cellules cancéreuses qu'on appelle des cellules souches cancéreuses, qui sont une très très faible, en proportion, population des tumeurs, de cellules au niveau des tumeurs, qui ont des propriétés très semblables à celles des cellules souches normales, puisqu'elles ont des propriétés infinies de multiplication. Par contre, elles sont extrêmement résistantes à la thérapeutique et aussi aux radiations. Et en fait, elles sont capables aussi de migrer, de provoquer des métastases, donc après avoir survécu, contrairement aux autres cellules tumorales. Et donc, c'est ce qui va donner des phénomènes métastatiques, mais aussi qui va provoquer des rechutes chez les patients et qui sont, comme vous le savez, responsables de 90% des décès en termes de cancer. Donc, ce sont ces cellules-là, au sein des populations tumorales, qui vont nous intéresser. Alors, il existe des marqueurs, en fait, de ces cellules, parce que pour faire du ciblage, il faut un marqueur. Il existe des marqueurs, et un des plus connus est ce récepteur qu'on appelle le récepteur CD44 et qui nous intéresse depuis quelques années, comme vous allez le voir. Et on le trouve effectivement, ici il s'agit d'un marquage, comme vous le voyez en rouge, un immunomarquage de ce récepteur au sein d'une population de cellules cancéreuses. Ici il s'agit d'un patient, de cellules cancéreuses de patientes, cancer du sein. Donc il y a un intérêt à pouvoir atteindre ce récepteur qui s'appelle le récepteur CD44. Alors en fait, il s'agit d'une glycoprotéine membranaire, comme vous le voyez ici, qui possède des régions qui sont des régions constantes, et d'ailleurs sur laquelle le principal ligand, le ligand naturel, qui se trouve être un biopolymère, l'acide hyaluronique, va pouvoir se fixer, mais qui, selon les cellules tumorales, possède plusieurs types de variants, comme vous le voyez sur la partie basse de ce récepteur. Et effectivement, on va le retrouver dans différents types de cancers, cancer du sein, du poumon, de la prostate et bien d'autres types. Donc, voici juste un exemple. Donc, ce sont des populations cellulaires qui vont nous intéresser. Donc, vous voyez, il y a un cancer du poumon à 549 et on voit qu'il y a une proportion très importante
de ce récepteur dans ces cellules. Ici, il s'agit de cancer du sein et à nouveau, on retrouve ce récepteur, alors que dans des fibroblastes qui, pour nous, vous le verrez plus tard, va constituer donc un témoin négatif, et bien on ne retrouve pas du tout. Alors, maintenant, ce que l'on désirait faire, c'est pouvoir atteindre ces cellules, comme vous le voyez ici sur ce schéma, donc par des nanomédicaments, et pouvoir interagir directement par l'intermédiaire de ligands avec ce récepteur CD44, entraîner l'internalisation, parce qu'on sait que ce récepteur entraîne l'endocytose, et donc pouvoir libérer au sein de la cellule ciblée eh bien, la substance active. On sait aujourd'hui de la vectorisation dite passive, ce que je vous disais au tout début, que lorsque vous avez des nanomédicaments qui échappent au système immunitaire, eh bien, elles sont capables de traverser au niveau des tumeurs des zones de l'endothélium qui sont lésées, donc qui laissent place à des espaces où les particules vont pouvoir migrer. Et donc, il faut pour cela que les particules échappent au système immunitaire et donc qu'elles soient douées dans le compartiment sanguin de propriétés de circulation extrêmement longues. Donc, voici notre objectif. Et en termes de médicaments, ce qui nous intéresse, ce sont des inhibiteurs. Ce sont des molécules qui interfèrent avec la synthèse protéique au sein de la cellule. Donc Philippe a mentionné ça précédemment, on les appelle des ARN interférents, parce que tout simplement, lorsque ce sont des molécules d'acide nucléique double brin de 22 bases environ, et tout simplement quand elles se trouvent dans les cellules, eh bien les deux brins vont se dissocier, et selon la nature des acides nucléiques qui composent l'ARN interférent, eh bien un des brins va venir s'associer à l'ARN messager et il va s'en suivre une dégradation de l'ARN messager et donc un blocage de la protéine cible. J'aime à comparer ces molécules comme un variateur d'intensité de lumière, c'est-à-dire qu'on est capable de réduire grâce à ces molécules, dans les cellules, eh bien, l'intensité de la sécrétion de la protéine. Quelquefois, on est capable d'aller obscurcir complètement eh bien, la cellule. Alors, le problème qu'a mentionné Philippe précédemment, c'est que ces molécules, ce sont des inhibiteurs extrêmement efficaces, très sélectifs. Donc, on peut adresser un certain nombre de protéines dans la cellule, et ça, c'est extrêmement intéressant, contrairement à des petites molécules. Par contre, elles ont une faible capture cellulaire, elles pénètrent très peu dans les cellules et elles sont, comme l'a dit Philippe, extrêmement instables dans les milieux biologiques. D'où des solutions qui ont été trouvées, et ça, il y a eu énormément de travail, et notamment ici, je représente une molécule d'ADN qui, comme vous le savez, en raison des phosphates, eh bien, est chargée négativement. Les premiers travaux ont consisté à utiliser des molécules cationiques de toutes sortes pour provoquer, pour ce qui concerne l'ADN, une condensation ou pour provoquer, pour ce qui est des ARN interférents, eh bien une complexation permettant notamment, pour ce qui est de l'ADN, de réduire la taille de la molécule, donc d'avoir cette transition polymère-globule, et aussi de compacter sous la forme de nanotechnologie ces molécules d'ADN. Et ça a été vraiment tout le travail des années 2000 qu'ont réalisé toute une série d'équipes dans le monde. Alors, évidemment, pourquoi on fait ces complexes? Comme je vous l'ai dit, ça permet l'internalisation et ça la permet d'ailleurs sur certaines cellules naturellement, puisque en raison de l'excès de charge positive, eh bien, ces particules vont être reconnues ou interagir de manière toute simple avec des charges négatives qui se trouvent dans les cellules. Il s'ensuit le phénomène d'endocytose, une libération de l'acide nucléique dans l'endosome, et c'est au niveau du cytoplasme cellulaire que se trouve en fait tout le complexe qui va prendre en charge notamment les ARN interférents pour les amener jusqu'à la cible qui est l'ARN messager. Alors, on s'est intéressé à CD44 et les premières études ont consisté à faire des choses assez simples, à utiliser tout le savoir-faire qu'on avait dans le domaine des lipides cationiques. Donc, on a utilisé ce lipide cationique avec deux courtes chaînes en acide gras, à coupler l'acide hyaluronique dont je vous ai dit qu'il était le ligand naturel de CD44 et on a couplé une molécule de très haut poids moléculaire
à un phospholipide. Et on a assemblé tout ça ensemble donc pour former un système vésiculaire de type liposome. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'une fois ces liposomes ont été formés, eh bien on a associé des acides nucléiques. Et ici, je vous montrerai nos résultats les plus récents avec les ARN interférents. Ce qui se passe, c'est que le système, ce schéma, eh bien, on a réussi à le construire grâce à des travaux de caractérisation, et on sait aujourd'hui que les ARN interférents que l'on a, enfin, on a de fortes présomptions, sont en fait enchâssés ici entre des lamelles, des bicouches de phospholipides, ce qui les permet en fait d'être protégés contre la dégradation. Alors la chimie est très simple, hein, c'est chimie à 1-2 réactions. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une molécule d'acide hyaluronique et on a couplé à différents endroits eh bien, ce phospholipide, donc avec une fonction amine, qui est la diolyle, phosphatidylkétonalamine. Et malgré donc le haut poids moléculaire de l'acide hyaluronique et la présence à différents endroits de ce phospholipide, eh bien on a une insertion en fait de ce conjugué acide hyaluronique phospholipide au sein d'une bicouche, comme on le voit ici par des expériences de DSC qui montrent un shift dans la température de transition de phase du phospholipide lorsqu'il est donc en présence de ce conjugué. Donc on a bien une interaction forte entre les deux. Alors c'est le lipoplex donc, qui résulte de l'association du siRNA et de ses vésicules. Eh bien on le forme très simplement une fois qu'on a compris quels étaient les ratios entre les différentes parties du système que l'on assemble. Et notamment, on arrive au final sur donc une structure, comme vous allez le voir, qui est au départ unilamellaire quand il s'agit de liposomes et qui, au final, se trouve sous forme de structures multilamellaires, donc comme on le montre le schéma plus haut, et donc ces structures ont été caractérisées notamment par des techniques de Sachs et qui se trouvent sur des diamètres autour, on le voit, de 200 nanomètres, c'est-à-dire qu'en fait on a une très bonne stabilité et des tailles au niveau colloïdal de ces particules-là. Alors la présence des siRNA dans le système multilamellaire que je vous montrais précédemment, on a pu le caractériser grâce, je dirais, à un travail qui a été fait avec les collègues microscopistes, donc en cryomicroscopie à l'Institut Pasteur, où on s'est amusé en fait à augmenter eh bien, l'intensité des faisceaux d'électrons sur nos particules, et on a observé, comme ça a pu être observé précédemment pour des protéines au sein de cellules ou d'autres molécules, ce qu'on appelle un phénomène de bubbling, c'est-à-dire qu'en fait l'hydrogène présent dans les molécules d'eau autour des ARN interférents va s'évaporer et former ces bulles. Et ce que ça nous a permis de savoir, c'est que notre ARN interférent n'était pas autour de la particule, mais bien à l'intérieur du système nanoparticulaire. Donc cette expérience était pour nous extrêmement intéressante et on en a pu tirer l'information qu'on avait bien à l'intérieur les siRN interférents. Alors on a utilisé différentes techniques pour savoir si l'acide hyaluronique était maintenant, quant à lui, plutôt en surface. Et une des expériences les plus rapides, les plus simples, a été d'isoler le récepteur CD44 donc sur des plaques d'or, et on a utilisé la résonance plasmonique de surface, et on a pu, grâce à l'analyse, comme vous le voyez ici, montrer que plus on augmentait donc la quantité en fait en vecteur, et plus on avait un signal correspondant à l'interaction entre l'acide hyaluronique et le récepteur. Donc voici un peu les éléments de la caractérisation de ces systèmes. Maintenant, on va passer à deux choses. Donc je vous ai dit que l'ARN interférent, eh bien, c'est comme un variateur de lumière sur la protéine, c'est-à-dire qu'on est capable de baisser le niveau d'expression de la protéine. Alors on nous le reproche un peu, mais souvent quand on fait ce type de vecteur, eh bien, on va utiliser des gènes qui sont des gènes lumineux, des gènes rapporteurs, qui ne sont pas des gènes pathologiques pour le départ. Et ici, on a utilisé un siRNA qui va inhiber la production de luciférase, donc d'une protéine, d'une enzyme,
en fait, par les cellules, qui sont des cellules tumorales transfectées. Ici, par exemple, il s'agit de cellules de cancer du poumon, comme je vous l'ai montré, qui surexpriment le récepteur CD44. Alors, ce qu'on voit, c'est que les lipoplexes modifiés par l'acide hyaluronique, contrairement aux non modifiés, eh bien, entraînent une internalisation plus forte. Ça a été confirmé par cytométrie de flux. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a ici, c'est un pourcentage d'inhibition de la luciférase, et on voit qu'on a des niveaux d'expression à des fortes concentrations à siRNA, voire même à des faibles concentrations à siRNA qui sont, vous voyez, éteints à 60-70%. Donc on a diminué l'expression de 70% dans un système cellulaire. Alors, les mécanismes d'endocytose, on était intéressé de comprendre comment ça fonctionnait. C'est un schéma qui vous résume aussi d'autres études qu'on a fait. En gros, on montre ici que lorsque on ajoute de l'acide hyaluronique pour bloquer le récepteur ou un anticorps pour bloquer le récepteur, eh bien, on a un blocage de l'entrée de ces lipoplexes. Et quand on ajoute certains inhibiteurs comme la philippine ou la génistéine, eh bien, on va bloquer la voie des cavéolés. Et nos conclusions sont que ces systèmes sont pris par endocytose et dépendant du récepteur CD44 et de la voie des cavéolés, c'est toujours intéressant de comprendre le trafic intracellulaire des objets que l'on conçoit. Alors, une chose intéressante aussi, c'est de voir comment se comportent dans les milieux biologiques ces objets, et notamment un des gros problèmes des nanomédicaments, ce sont des problèmes notamment de réaction immunitaire vis-à-vis de ces systèmes, et on sait que l'acide hyaluronique est responsable de ça. Et on utilise en fait une expérience in vitro qui est une expérience d'activation de compléments qui est très simple. On regarde le fractionnement en fait par immunoélectrophorèse de la fraction C3 du complément, et en fait ce fractionnement correspond à l'activation de cette fraction-là du complément. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit que lorsqu'on a un système avec de l'acide hyaluronique, comme je vous le disais précédemment, on a une activation du complément, contrairement aux lipoplexes qui sont non couverts par de l'acide hyaluronique, mais qu'on est toujours dans des zones qui sont, on va dire, entre guillemets, acceptables, de faible activation. Si on était dans des zones supérieures, on aurait considéré que notre nanomédicament provoquerait des réactions pseudo-allergiques, par exemple, après l'administration. Mais ça reste cette problématique, un problème de l'acide hyaluronique. Alors très rapidement, donc je condense vraiment l'histoire parce que j'en ai une autre à vous montrer plus tard. C'est qu'on a pris donc ces mêmes cellules qui expriment la luciférase dans un modèle donc animal. Il s'agit ici de métastases pulmonaires et comme vous le voyez, eh bien on a une luminescence qui provient en fait des cellules qui expriment la luciférase quand on leur met donc un substrat qui est la luciférine et qui provoque cette luminescence. Et donc cette luminescence est intéressante parce qu'elle nous permet, par des techniques d'imagerie en temps réel, de suivre l'évolution de la tumeur. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans les expériences d'inhibition que chez l'animal, alors que la tumeur continue à progresser, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation par rapport au début de la luminescence, quand on ajoute nos systèmes ciblés grâce à l'acide hyaluronique, eh bien, on a une réduction de l'ordre de 50% du signal provenant donc de la luciférase présente dans les cellules. Ce qu'on a aussi vu, c'est qu'on a pris les tumeurs, donc on les a extraites, et on a été regarder si c'était vraiment le gène donc de la luciférase sur lequel on appuyait donc l'interrupteur, et on voit qu'effectivement, contrairement à une solution de chlorure de sodium, eh bien, on a une diminution de l'expression du gène de la luciférase. Donc on a bien une spécificité au niveau des cellules qui exprime ce gène-là. Donc avec un collègue à Johns Hopkins qui a des techniques donc d'imagerie aussi en fluorescence directe sur les poumons, on a regardé chez ces souris si effectivement on avait une bonne distribution de ces lipoplexes au niveau pulmonaire. On voit ici, quand ils sont marqués par la rhodamine, qu'on a une très très forte concentration donc de ces particules à l'intérieur. Alors
il y a de cela 5 ans, un collègue donc, de l'université d'Amman en Jordanie a pris l'avion et est venu nous voir à Paris pour nous dire, voilà, moi je travaille sur les aptamères. Alors les aptamères, comme vous le voyez en bas, ce sont des molécules d'acide nucléique donc, qui peuvent adopter des structures tridimensionnelles. Et ces structures tridimensionnelles, dans un certain nombre de situations, sont capables d'interagir avec des protéines. C'est une chélation en fait de protéines, si on peut dire. Et donc, leur avantage est divers. Hein. C'est des molécules qui ont une très grande affinité, une spécificité, parce qu'elles sont sélectionnées par des techniques. Ces molécules d'acide nucléique sont sélectionnées par des techniques qui leur permettent d'avoir cette affinité et cette spécificité. Contrairement aux anticorps, parce qu'on les appelle des anticorps chimiques, elles ont une faible toxicité, immunogénicité, elles sont faciles à modifier chimiquement. Petites en taille, elles se rénaturent après dénaturation, ce qui n'est pas le cas des protéines, de certaines protéines, et en tout cas, elles peuvent avoir une orientation quand on les conjugue qui permet en fait ce binding. Pour aller très vite, donc on a pris ces molécules et on a utilisé cette technique, comme je vous l'ai dit. Alors ça, c'est dans le laboratoire de mon collègue Saïd Ismail à Amman, où il a utilisé cette technique de Selex qu'il a chez lui. C'est un biologiste moléculaire. Donc à partir d'une librairie, en fait, d'un très grand nombre d'acides nucléiques qui ont la même région au niveau 3' et 5', avec des régions variables au centre, eh bien, on a regardé avec la protéine CD44 eh bien, quelles étaient les séquences qui étaient capables d'interagir avec la cible. Et ça, quand on le fait plusieurs fois, on arrive à avoir à la fin un gagnant, c'est-à-dire la molécule qui a la plus haute affinité avec la cible. Et donc, ça a été fait contre CD44. Ça a été fait contre CD44 et effectivement, il y a eu un gagnant. Donc, c'est cette molécule-là, cet aptamère-là, que l'on modifie donc par du fluor pour le rendre beaucoup plus stable. Et vous voyez sur les cellules de cancer du sein, par exemple ici, eh bien, on voit que c'est vert à l'intérieur. Il a été marqué par fluorescence et il a une internalisation très élevée, contrairement à d'autres cellules qui n'expriment pas CD44 dans ces cellules-là. Alors, ce qu'on a fait dans mon laboratoire, c'est qu'on oublie les liposomes cationiques. On a pris des liposomes qui sont neutres et à l'intérieur, on a mis du siRNA complexé dans certaines conditions à de la protamine. Et puis, par l'intermédiaire d'un lipide donc, qui se termine par un PEG à un maléimide, eh bien, on a conjugué cet aptamère très simplement. On a évalué la densité, on a évalué l'affinité, donc on voit qu'on a une très bonne affinité en fait de ces aptamères sur des particules ici magnétiques qui contiennent le récepteur. Et puis la saturation est atteinte à des plus faibles concentrations parce qu'effectivement sur un liposome, eh bien, toutes les molécules d'aptamère n'interagissent pas avec une cible. Ici, ce sont des billes magnétiques qui sont censées mimer la cellule. Alors, on a encore 2 minutes. Donc, on a regardé le binding de ces liposomes sur des cellules exprimant ou n'exprimant pas CD44. Ce sont celles dont j'ai parlé en premier. Et vous voyez l'internalisation, eh bien, sur les cellules A549, quand on a l'aptamère, on se trouve ici. Elle rentre très très bien dans les cellules, contrairement aux liposomes qui ne contiennent pas l'aptamère ou contrairement aux cellules non traitées. Donc on a une augmentation de la capture par ces cellules CD44. On a aussi montré qu'on était capable de réduire, d'inhiber des cellules ici de cancer du sein exprimant la luciférase, toujours avec notre ARN interférant contre la luciférase, et tout ça, ça a été fait in vitro. La problématique en fait de ces aptamères, c'est qu'il n'y a pas énormément de travaux in vivo parce que, eh bien, on sait que quand on est dans le modèle animal, qui est en fait le plus relevant pour étudier l'activité, eh bien, on va avoir des absorptions de protéines, des dégradations de molécules qui font qu'on risque de passer à côté. Donc ici, on a pris un autre modèle, c'est le cancer du sein.
Et donc on a exprimé, on a introduit par voie orthotopique donc toujours les cancers, les cellules de cancer du sein, donc exprimant la luciférase, puis on a un gène contrôle qui est la green fluorescent protein. Et lorsqu'on administre en fait ces conjugués qui contiennent des ARN interférents et qui, grâce à l'aptamère, ciblent ces cellules-là, on a, vous voyez, une diminution de la lumière dans ces cellules. Et donc c'est après 3 administrations ici, et donc c'est un résultat vraiment pour nous extrêmement important. On est allé vérifier dans les tumeurs que c'était bien le gène que l'on ciblait, qu'il n'y avait pas d'autres effets, et vous voyez, il y a vraiment une diminution, un blocage de l'expression du gène, et donc une très très grande inhibition de ces systèmes. Alors voilà où on est aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a pu montrer? On a pu montrer que CD44 était un bon récepteur pour le ciblage, et y compris sur des modèles in vivo. On a pu montrer que l'acide hyaluronique était intéressant, mais que les aptamères avaient une très très bonne affinité et que celui-ci, qui est le premier en fait aptamère contre cette cible qu'on a découvert, nos collègues jordaniens, est extrêmement efficace. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait une plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ce plafonnier ici, qui contient plusieurs lumières, eh bien, on va essayer d'éteindre l'une ou l'autre et voir si ça a des conséquences sur le plan thérapeutique. Et donc, notre idée aujourd'hui, c'est d'introduire des gènes, des siRNA qui sont relevantes pour bloquer notamment des protéines qui sont responsables de cancers comme les oncogènes. Donc voilà où on en est, et voilà ce que je voulais vous dire. Je vais juste passer rapidement. Donc j'ai remercié Saïd Ismail, sans lequel le travail sur les aptamères n'aurait pas démarré. Je vais remercier 2 doctorants, Thaïs Laïté Nascimento, donc, qui se trouve ici. Wallan Elshaer, l'histoire est intéressante parce qu'il était dans le laboratoire de Saïd Ismail et qu'il est venu chez nous faire une thèse. Donc il a été envoyé aussi par le laboratoire pour faire sa thèse. Et puis deux collègues de mon équipe, Hervé Hilero et Juliette Vergniaud, qui se trouvent ici, et donc avec lequel je mène ces études et bien sûr les financements. Merci beaucoup.